Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, nous avons un invité spécial, c'est-à-dire le pasteur Kofi Raymond, l'animateur de l'émission Club 700. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de MATV ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à Madagascar et surtout de savoir que je suis dans cette chaîne de télé, votre plateau, et l'accueil est vraiment important. Merci. Oui. Premièrement, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de l'émission? Ah, la fameuse émission Le Club 700. Je sais que tout le monde veut voir le Club 700. Et on voit le pasteur Kofi à Madagascar. Bienvenue au Club 700, comme j'ai l'habitude de dire. En fait, le Club 700, c'est une émission, c'est le nom d'une émission et c'est l'histoire de 700 personnes qui, dans un appel que le fondateur, c'est-à-dire le docteur Paul Robertson aux États-Unis, avait reçu du Seigneur, c'est-à-dire prêcher l'évangile à travers la télévision, avait reçu et a fait une prière très surprise pour demander au Seigneur que si c'est lui qui l'envoyait faire cette émission, qu'il lui donne 700 personnes qui vont lui donner $20 chaque mois. Et comme un miracle, Dieu a exaucé à la prière. Il a eu 700 personnes qui ont répondu à l'appel et qui donnaient $20. D'où est née cette émission qu'on appelle le Club 700. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous devez savoir, c'est qu'ils posent la question, est-ce que pasteur, je peux entrer dans le club? C'est quoi le Club 700? C'est pas un club de football, c'est pas un club de quelque chose, c'est le nom d'une émission, à partir d'une histoire. Merci. Et vous êtes à Madagascar aujourd'hui avec un programme très chargé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, je ne suis pas seul à Madagascar, je suis venu avec Massi Domingo. Malheureusement, elle s'excuse, elle ne pouvait pas être là ce soir parce qu'elle est venue très tard hier, elle a atterri très tard. Elle n'a pas pu dormir, elle voulait un peu se reposer. Vous savez, bon, l'âge est déjà un peu sur nous, même si ça ne se voit pas. Donc, elle s'excuse, je ne suis pas venu avec... je suis pas venu seul, comme je disais, je suis venu avec Massi Domingo et ma propre épouse aussi. Parce qu'il faut que les gens sachent que Massi n'est pas mon épouse. Je suis venu avec Madame Kofi. Malheureusement, vous n'allez pas la voir ici. Elle m'accompagne, elle est quelque part là. Et puis le but de notre visite, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième déjà. Parce que nous étions déjà là l'année passée, invités par la chaîne d'honnêteté et la présidente de l'Assemblée nationale pour une conférence que nous avons eue ici. Je crois que c'est la deuxième partie. La raison, c'est la deuxième partie pour continuer la conférence et aussi m'entretenir avec le peuple de Malakassien, comme j'aime bien l'appeler. Comme ça, c'est plus mieux, c'est plus propre pour moi que de dire malgache parce que ça fait quelque chose quand même, il y a un arrière-plan. Donc on est venu pour un besoin de ministère, c'est ça. Et vous avez un programme très chargé? Oui, on a un programme vraiment chargé. Disons que les points saignants du programme, c'est 3 jours particuliers. Les autres jours, on est toujours chargé, mais déjà le vendredi à 18h, on a déjà un programme, il y a une dîner-conférence à PK0. J'y avais déjà été une fois, alors j'y repars pour la deuxième partie, comme je l'ai dit. Donc ce serait à partir de 18h à PK0. Et puis le samedi, il y a une grande campagne d'évangélisation, ce qu'on appelle le théâtre de verdure. Je cherche à appeler ça à la langue locale, mais j'ai encore la langue un peu difficile. Je crois que j'y arriverai un jour. Donc, et là-bas, ce serait à partir de 13h jusqu'à 17h. Et puis dimanche, Massi aura une conférence spéciale avec les femmes. Et ce serait au FMTA. Je crois que c'est une église. Oui, c'est voilà. Voilà, ce serait dimanche de 14h à 16h. Et elle est aussi maintenant auteur d'un livre qu'elle va présenter à ces femmes. Mais le livre sera déjà présenté pendant le dîner-conférence. On va faire la dédicace du livre de façon officielle. Voilà un peu le programme pour le moment, parce que la semaine d'après, on sera ailleurs. C'est-à-dire, mais toujours à Madagascar. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la deuxième partie d'un voyage, on va dire. Et pourquoi cette deuxième partie? Oui, deuxième partie parce qu'il faut dire que j'ai Madagascar à cœur. La première partie était une conférence dîner aussi, une dîner-conférence si on veut, comme on veut, parce que j'étais invité par la chaîne d'honnêteté. Et je suis venu et j'ai parlé aux leaders, aux responsables. Et comme je l'ai dit à cette première conférence,
c'est qu'un leader, ce n'est pas celui qui a seulement un poste dans le gouvernement, ou à l'administration, ou dans l'armée. Non, on est leader d'abord à partir de soi-même, chez soi. Parce que si vous ratez d'être leader à la maison, vous ne le serez pas dehors. Et si vous échouez d'être leader dans votre cœur, alors vous êtes déjà vaincu. Donc il faut réveiller ce leadership, c'est-à-dire ce lion qui dort en nous, pour prendre à fond notre responsabilité. Donc la première partie c'était ça. La deuxième partie c'est comment faire, comment y arriver. Et puis venir à Madagascar pour moi, deuxième tour, ou bien la deuxième fois, c'est parce que il y a une histoire très longue que je connais et qui m'a beaucoup touché. J'étais encore très jeune, je crois que j'avais encore mes 40 ans. Aujourd'hui j'en ai 67. Vous comprenez que j'ai gardé cette histoire vraiment jalousement dans mon cœur concernant cette île et ce peuple-ci. C'est pour ça que je suis revenu. Alors, si vous voulez connaître les détails, il faut être à la conférence. Alors, ça, c'est une invitation. Oui, à tous ceux qui m'écoutent là, oui. Que si vous voulez savoir pourquoi le pasteur Kofi et Massi Domingo sont à Madagascar, à Tana, c'est parce qu'il y a une histoire très profonde, un héritage qui est le vôtre et dont je fais un peu partie, parce que je viens aussi un peu grignoter de cet héritage, en profiter, dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, mais un héritage spirituel. C'est de ça que je veux parler. Donc j'invite tous ceux-là qui veulent découvrir de quoi il s'agit. Pasteur Kofi et Massi Domingo, dans le Club 700, nous parlons des témoignages des autres, nous parlons des histoires de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Je veux un peu parler de ce que Dieu a fait ici, sur cette terre. Très bien. Vous avez autre chose à ajouter? Oui, je pourrais peut-être continuer à lancer un appel à tous ceux qui désirent venir à ce dîner-conférence, vraiment de s'approcher. Je crois qu'il y a des affiches, il y a une adresse qui est donnée pour ceux qui peuvent contacter, parce que je crois qu'il y a des conditions pour y participer. Et puis il y a la grande campagne d'évangélisation au Théâtre de la Verdure, parce que c'est quoi? C'est pas apporter quelque chose de nouveau. Je sais qu'il y a l'histoire de Dieu ou de Jésus-Christ est longue et profonde dans cette île. Mais j'ai le sentiment, c'est personnel, ce que je dis est personnel, puisque vous m'avez posé la question si j'ai une dernière chose à dire. J'ai le sentiment que lorsque vous êtes un héritier ou une héritière, et vous ignorez que vous êtes héritier ou héritière, vous allez vivre pauvre. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un gros ou un grand héritage dans ce pays. Mais le sentiment, comme je dis, c'est personnel, c'est que j'ai le sentiment que les héritiers et les héritières de cet héritage, vous permettez la tautologie, ignorent qui ils sont et ce qu'ils ont. Et c'est leur droit de le savoir, je pense. Et puis de l'autre côté, je me sens aussi un peu redevable à vous. Envers Madagascar? Oui, envers Madagascar. Parce qu'un prix a été payé pour qu'aujourd'hui la Bible me parvienne. Et ce prix a été payé ici, en Afrique. Il faut le savoir, c'est très important. Merci pour votre intervention. Merci également, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous. Dieu vous bénisse. Yavlou, le FMI recommande de se focaliser sur le secteur agricole. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par Abebe Aimro Selassie, directeur Afrique, a tenu une séance de travail avec le président Andradouil Yavlou dimanche dernier, durant laquelle elle a souligné la nécessité de se focaliser sur le secteur agricole, qui représente un avantage particulier pour Madagascar. Par la même occasion, les représentants du FMI ont félicité le président malgache pour les efforts et les réalisations du gouvernement en dépit du contexte de pandémie de Covid-19. Le niveau de la dette publique reste modéré, constate le FMI, et ce qui constitue un avantage indéniable pour les projets communs. Abebe Aimro Selassie a ainsi recommandé au gouvernement de maîtriser les coûts des projets afin de mieux prévenir les risques de corruption. Le chef de l'État malgache a saisi cette occasion de confirmer son engagement et celui de son gouvernement dans l'application de la vérité des prix et de lutter contre la corruption. Les défis immenses du changement climatique ont également été abordés durant cette entrevue.
Le président Raduel a mis en relief les effets néfastes de ce fléau sur le peuple malgache en soulignant la nécessité de mettre en œuvre la politique d'adaptation et de résilience du pays, notamment au vu de la famine d'origine climatique dans le sud de Madagascar et les pertes considérables en matière de riziculture dont les champs avaient été dévastés par les cyclones en 2022. Financement des élections. Réaction de l'Union européenne. L'Union européenne a réagi au gap de quelques 100 milliards d'ariars constaté dans le budget consacré aux 2 tours de la présidentielle qui devrait se tenir entre novembre et décembre 2023. En effet, la délégation de l'Union européenne a rappelé que le budget inscrit dans la loi des finances initiale 2023, adoptée en décembre 2022 et consacré à ces scrutins, est de 40 milliards d'ariages. Or, la CENI a indiqué un besoin de 143 milliards d'ariages. L'aide financière de la communauté internationale a alors été sollicitée, selon l'ambassadeur de l'Union européenne, qui nous en dit plus dans cet extrait. L'aide financière de la communauté internationale serait quand même bienvenue, puisque dans la loi de finances, il y a actuellement 40 milliards d'ariages qui sont prévus, et même si le budget est revu à la baisse, mettons même de moitié, il restera toujours un déficit à combler. Donc la position de l'Union européenne, ça a toujours été que si un panier, un basket fund est mis en place par les Nations Unies, nous verrons comment nous pouvons contribuer. Je sais qu'il y a une mission des Nations Unies qui s'est rendue à Madagascar. Nous attendons toujours ses conclusions. J'ai vu le résident coordinateur encore il y a moins de 24 heures. Donc voilà, nous attendons et nous sommes prêts à contribuer dans la mesure du possible si la communauté internationale a les moyens un peu logistiques et aussi politiques de le faire dans le cadre d'un panier. Par la même occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est exprimé au sujet des décisions de restriction des manifestations publiques à caractère politique prononcées par le ministre de l'Intérieur. Ensuite, sur la liberté de manifestation publique, de réunion politique, je pense que notre communiqué est très clair et nous ne changeons pas de position par rapport à ce qui a été exprimé dans ce communiqué. Selon nous, les mesures qui ont été rendues publiques par le ministre de l'Intérieur font peser une menace sur la liberté de réunion publique pour les partis politiques. Alors, il y a toujours la possibilité, pour n'importe quel État souverain, pour n'importe quel gouvernement, de restreindre la liberté d'expression, de manifestation publique, en fonction du souci de préservation de l'ordre public. Ça, c'est un droit souverain. Et on peut tout à fait comprendre que dans certains cas, sur la base d'informations tangibles, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur décide d'interdire une manifestation. Ça se fait partout dans le monde. Rappelant que la CENI a proposé les 9 novembre et 20 décembre pour les 2 tours de l'élection présidentielle. Ces dates ont été soumises pour avis à la Haute Cour constitutionnelle, puis au gouvernement pour validation.